Dans sa seconde considération inactuelle, qu'il a écrite en 1874, Nietzsche nous dit que l'histoire, désormais, est porteuse de pathologies. Il les nomme, avant même Durkheim, apathie. Il parle de rumination, il parle même de dépérissement. Et il va jusqu'à évoquer la mort, vous savez, la mort de Dieu. Mais ce dont parle Nietzsche, c'est d'abord d'une maladie historique. Une maladie qui se propage des individus à la civilisation tout entière. Et il écrit ça bien avant le malaise dans la civilisation, parce que Freud va l'écrire en 1929, au moment de la crise. Et Nietzsche nous dit que c'est l'excès des études historiques, ce qu'on a appelé la professionnalisation de l'histoire au 19e, qui sature son époque. Elle la sature d'histoire, elle finit finalement par la paralyser et par détruire ce qu'il appelle la force plastique de la vie, la force explosive. Il distingue d'ailleurs dans cet essai 3 formes d'histoire. L'histoire monumentale, l'histoire antiquaire et l'histoire critique. Et elle présente chacune une utilité et des inconvénients. C'est le sous-titre de son livre, de l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie. Il transforme par exemple le vieux topos de l'histoire maîtresse de vie à la lumière de son histoire monumentale, qui en fait devient une source d'exemples grandioses, pas pour n'importe qui, pour les hommes d'action, pour les grands hommes. Et il fait d'ailleurs remonter cette conception très pragmatique de l'histoire jusqu'à Polybe. Polybe qui disait, bien avant De Gaulle et Churchill qui vont s'en inspirer, que, je cite, « l'étude de l'histoire constitue la meilleure préparation au gouvernement de l'État, on pourrait dire aujourd'hui de l'entreprise, et la discipline capable de nous exhorter par le rappel des malheurs d'autrui à supporter avec constance les malheurs de la fortune. » C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est aussi un conditionnement politique, que la citoyenneté, la puissance et finalement aussi l'humilité des citoyens vient de cette vision historique. Et pour Nietzsche, l'homme c'est un homme actif, c'est un homme créateur. Donc il a besoin d'exemples, il a aussi besoin de consolateurs, parce qu'il ne peut pas trouver dans la masse médiocre, selon Nietzsche, du présent, ces figures-là. Alors le passé représente pour lui une république des génies, qui sont autant de sources d'encouragement et d'inspiration que Saint-Simon, par exemple, quand il avait le projet dingue de réunir dans son conseil de Newton 21 élus de l'humanité, parce que pour lui, Newton et la gravitation universelle, en fait, c'est ce qui a remplacé Dieu. Ce Dieu que Nietzsche, justement, nous dit qu'il est mort, que c'est notre vision de l'histoire, en fait, qui le tue. Cette vision d'une grandeur jadis possible, et donc sans doute possible à nouveau. C'est ça la vision de Nietzsche. C'est qu'on retrouve en fait dans cette chaîne qui relie les faiseurs d'histoire dans la légende des siècles et qui va se prouver d'ailleurs à la Renaissance, cette espèce d'éternel retour, où une centaine d'hommes exceptionnels vont parvenir à régénérer toute une civilisation grâce par exemple à l'engagement d'un imprimeur, un seul, imprimeur et libraire vénitien, un fou de Pic de la Mirandole qui décide de diffuser la culture humaniste et la littérature grecque en les imprimant ces livres, sans aucune vision mercantile. On est au tout début du XVIe siècle. Et cet homme incroyable, il s'appelle Alde Manucci, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, mais les Italiens, les Vénitiens l'appellent Aldo Manuzio. Et ses réserves de livres à l'époque étaient tellement impressionnantes que tous ses descendants, qui eux-mêmes ont été imprimeurs, n'avaient même pas réussi à les écouler 2 siècles après sa mort. C'est grâce à des hommes, mais aussi à des événements, que notre rapport au passé n'a finalement pas disparu, n'a pas été écrasé. Il a juste varié selon les circonstances et surtout selon les stratégies politiques, selon l'utilisation par les politiques de notre rapport au temps, de notre rapport au passé. Il revient même d'ailleurs toujours un peu comme un spectre. On l'a vu lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, où il a même semblé, pour des commentateurs, être un retour à l'histoire, avec tout le tintouin. Menace nucléaire, nouvelle alliance géopolitique, crise énergétique et surtout inflation monstre. Crise qui va diviser l'Occident, qui va recréer une polarisation politique entre 2 extrêmes et qui va même faire craindre à la CIA, dans son rapport annuel de 2023, que le pouvoir de nuisance russe, s'il arrivait à fédérer les puissances autoritaires face aux démocraties occidentales, eh bien, il n'est rien moins que la plus grande menace pour la CIA depuis des décennies pour le monde occidental. Et en 1873,
Nietzsche décrivait déjà l'instinct classique. Cet instinct, c'est celui qui consiste à s'inspirer du passé dans son unicité, dans sa singularité, pour créer quelque chose de complètement nouveau. Alors, c'est pas la copie, c'est pas, entre guillemets, le plagiat, non. D'ailleurs, je résiste pas à la tentation de vous le lire, parce que ce passage de Nietzsche résume très bien le défi qui se présente aux décideurs d'aujourd'hui, et encore plus aux décideurs de demain. Nietzsche nous dit donc: la vie exige qu'on identifie le présent avec le passé, de sorte qu'une certaine violence, une certaine déformation est toujours liée à la comparaison. J'appelle cet instinct l'instinct de ce qui est classique, de ce qui possède une valeur exemplaire. Le passé sert de modèle au présent. À cela s'impose l'instinct traditionnaliste qui s'efforce de saisir le passé comme passé sans le déformer, sans l'idéaliser non plus. Et le besoin de vivre, ce besoin requiert l'instinct classique. Ce besoin de vérité, lui, requiert l'instinct traditionnaliste. Le premier soumet le passé à un traitement artistique, si on veut. Il le transfigure par la force de l'art. Cette force de l'art, l'art total, vous savez, c'est Wagner, l'ami Nietzsche, qui parle d'art total, c'est exactement ce que Nietzsche espère, ce à quoi il aspire, ce savoir apollonien. Parce que pour lui, l'histoire monumentale, justement, elle ne doit pas être abandonnée. Elle doit être contrebalancée par l'histoire antiquaire, c'est-à-dire celle qui rectifie l'exactitude des faits, et aussi par l'histoire critique, celle qui oppose au culte de la grandeur passée un regard justement distancié, critique. Et c'est par ces trois formes combinées les unes avec les autres que l'histoire, selon Nietzsche, offre un remède, offre un point d'appui contre l'accélération monstrueuse de la vie, dont on voit déjà poindre l'idée dans la dénonciation des progrès scientifiques, en tant qu'à l'époque, entraînant sous leur pression, sous la pression de, je cite, l'activité infatigable de l'homme moderne, la mise en pièces, le déchiquetage furieux et considéré de tous les fondements, leur dissolution, nous dit même Nietzsche, en un devenir toujours fuyant. Et cette histoire monumentale, elle va prendre d'autres formes au XXe siècle. Elle se renverse même dans une histoire plus modeste, une histoire passionnante d'ailleurs, celle des petites gens. C'est par exemple les superbes vies minuscules de Michon, Pierre Michon, qui fait un magnifique roman. Il va ensuite d'ailleurs expérimenter cette contribution de l'histoire avec une histoire monumentale, une histoire plus classique, avec un roman fabuleux qui s'appelle Les 11. Un roman qui montre les membres du comité de salut public, celui qui va instaurer en France la terreur. Et c'est justement le sens du choix du petit. C'est le titre de la postface qui a été écrit par le philosophe, un grand spécialiste justement des utopies, Miguel Abansur, au Minima Moralia de Adorno. Un livre précieux, c'est ses cahiers, plusieurs cahiers qu'il a fait à plusieurs moments pendant la guerre. Et il nous dit Abansur dans la postface qu'il faut sauver à tout prix les singularités face aux généralités. Parce que elles tendent justement, les généralités, à les écraser, ces singularités. Et pour ça, il faut scruter l'expérience vécue d'acteurs qui sont en apparence faibles. Ce que Adorno appelle dans les Minima Moralia les vies mutilées, en esquissant la lutte pour un projet commun, comme Benjamin l'avait fait d'ailleurs dans les années 20, et en prenant, vous savez, c'est un livre de Benjamin très intéressant, où il prend les passages parisiens et leurs galeries marchandes comme le symbole d'une nouvelle esthétique, et finalement de toute une nouvelle conception économique, architecturale, culturelle, philosophique de l'histoire. Il prend la petite histoire pour la ramener dans la grande histoire. Et il y a aussi une autre forme d'histoire qui émerge. Cette forme, elle veut exhumer des alternatives possibles qui ont été refermées, qui ont été occultées à travers ce qu'on va appeler les uchronies, qui sont basées justement sur le fameux what if. Et elle nous montre que l'histoire, désormais, c'est un remède, c'est un antidote contre ce quiétisme, ce sentiment d'impuissance. Elle est devenue d'ailleurs, l'histoire, un moyen de favoriser et en même temps de faire accepter, on va dire, l'accélération politique. Et si on regarde de près, l'histoire reste d'ailleurs, dans un certain sens, maîtresse de vie de nos jours. Elle le reste surtout dans ces épisodes d'ailleurs les plus récents,
dans ceux qui remontent à quelques générations tout au plus. Elle s'appuie d'ailleurs pour cela sur la fiction, on l'a dit. Mais on peut aussi expliquer cela par un processus de spécialisation et de séparation des fonctions à la fois épistémiques, mais aussi didactiques et normatives de l'histoire. Parce que aujourd'hui, elle ne coïncide plus en fait avec les différentes figures d'énonciation que vous trouvez dans les médias de masse, que vous trouvez d'ailleurs même sur les réseaux sociaux. On peut aussi l'expliquer par un processus de spécialisation et de séparation des fonctions épistémiques, didactiques et normatives de l'histoire, qui en fait ne coïncident plus avec les différentes figures d'énonciation que vous avez pris l'habitude d'entendre tous les jours dans les médias de masse et qui présentent d'ailleurs à l'opinion publique absolument les mêmes discours, mais avec des figures d'énonciation, des positions d'énonciation différentes. Que dirions-nous d'ailleurs aujourd'hui à un historien de l'Antiquité, de la Renaissance ou même de la Révolution qui débarquerait sur un plateau de télévision pour entremêler ses fonctions, c'est-à-dire pour décrire, pour expliquer, pour enseigner, mais aussi pour conseiller, pour juger, pour légitimer, et qui passerait d'ailleurs aisément d'un registre à l'autre dans la même phrase? Ça serait impossible, parce que c'est cette médiatisation, d'abord par l'étude de l'histoire à l'école, pas n'importe quelle école, l'école des annales, vous savez, c'est nos ancêtres les Gaulois, ce sacré Charlemagne, et puis plus tard, finalement, par la fin de la tradition, parce que l'éducation se faisait aussi dans la famille, dans les histoires. Et il y a même d'ailleurs des historiens qui ont écrit il y a 10 ans un manifeste historique, parce que pour eux, il faut que l'histoire devienne un remède au court-termisme ambiant. L'histoire doit être pour eux le guide de la vie publique, le guide de la décision, parce que c'est les expériences historiques qui n'ont jamais cessé de jouer un rôle dans les anticipations, dans les comportements, et même dans les décisions des individus. On le verra plus tard avec notamment l'installation de la société de consommation par l'appareil commercial et l'appareil médiatique. Et on le voit d'ailleurs à l'échelle individuelle comme dans les groupes sociaux. Seulement, aujourd'hui, ils agissent sur la base de quoi? De préjugés, de mémoires collectives qui sont plus ou moins mythifiées, de représentations assez vagues, voire même complètement déformées du passé, qui circulent de plus en plus vite et avec de plus en plus de puissance grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nouveaux médias. Et au fond, c'est l'histoire qui forme l'esprit critique, c'est rien d'autre. C'est elle qui nous immunise contre les discours totalitaires, contre les promesses de salut, contre les exploitations idéologiques et aussi, surtout d'ailleurs aujourd'hui, contre les simplifications du passé, contre les faits alternatifs chers à Donald Trump. Et il va bien falloir que des citoyens éclairés se mettent à en former d'autres pour constituer une masse critique si on veut rapidement éviter l'effondrement des démocraties, si on veut éviter la tyrannie à visage humain de l'accès des extrêmes, des populistes au pouvoir. Et la question du jugement du passé, elle revient finalement avec cette lumière accrue au tout premier plan. Il s'agit bien sûr plus de louer des actes héroïques du passé pour inspirer la jeunesse. On l'a vu avec la mort des derniers poilus, des derniers survivants du commando Kiefer. Non, il s'agit de donner un exemple, mais pas un exemple des sacrifices pour la patrie. Il s'agit en fait de condamner les idéologies meurtrières, de condamner les crimes de masse et de se souvenir, avec Benjamin, des victimes de l'histoire à l'heure où justement le négationnisme et le relativisme historique explosent à des heures de grande écoute. Plus que jamais, le devoir de mémoire qui était apparu après-guerre et qui a été remis au goût du jour un demi-siècle plus tard, en 1995, avec la publication d'un tout petit livre, un opuscule, qui reprend un entretien accordé en 1983 par Primo Levi, le survivant d'Auschwitz, qui avait écrit « Si c'est un homme », un livre qu'on apprend dans tous les collèges, parfois pour passer le bac. Eh bien, il nous dit qu'il s'avère nécessaire, pour que l'histoire reste, au sens littéral maîtresse de vie, de prévenir le retour de la mort de masse, le retour de la guerre. Et cette relation au passé, ce devoir de mémoire, c'est le résultat d'une toute nouvelle expérience historique qui n'est pas née finalement de l'accélération de l'histoire, mais d'une série de déchaînements de violences absolument inédits et inouïs, tant par leur nature que par leur ampleur. C'est évidemment la guerre nucléaire, et puis globalement ensuite des massacres de masse. Et le XXe siècle nous crie encore, et pour toujours, que nous avons intérêt à bien connaître notre histoire, à bien la transmettre, la transférer aux générations futures, si nous voulons avoir une chance
de ne pas la voir se répéter un jour et se retourner contre nous.